Merci beaucoup, merci Pascal, merci à tous d'être présents pour oui, cette première présentation de notre projet qui s'appelle Origins of Speech, donc les origines de la parole, hein, la parole n'étant pas tout à fait le langage, donc on va utiliser plutôt ce terme-là. Juste quelques mots d'introduction, puisque du coup, je coordonne ce projet à l'ISCD avec de nombreux scientifiques que vous allez voir de différentes institutions, parce que vous allez voir que c'est un projet extrêmement pluridisciplinaire. Donc, je vous donne juste quelques éléments un peu historiques et puis un petit peu des objectifs de ce projet assez ambitieux au départ quand même. Donc, on va voir jusqu'où on peut le mener, mais en tout cas, il est clair qu'il y a des échéances à moyen et à plus long terme. Donc là, justement, comme Pascal le rappelait, on est plutôt dans le contexte d'une équipe junior en incubation. Donc, on vous présente quelques résultats assez préliminaires, hein. On espère que dans nos échanges, dans le temps de questions, on pourra un petit peu aller plus loin et vous contenter plus en détail, mais il s'agit bien là des toutes premières pistes et des tout premiers résultats que l'on obtient dans ce cadre. Alors, juste un peu sur l'historique. Finalement, le projet est initié quand même plutôt par des enseignants-chercheurs et des scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle. Donc, nous sommes des paléoanthropologues, donc on étudie l'évolution morphologique de l'homme au cours du temps, des paléontologues, des spécialistes de l'anatomie fonctionnelle. Et en fait, en travaillant donc sur l'homme et l'homme fossile, on se rend compte qu'il y a justement des changements morphologiques qui peuvent être assez importants, d'assez grande ampleur. Et notamment, vous voyez sur le crâne qui est présenté là sur la diapo, en haut à droite, c'est un crâne de néandertalien, donc crâne et mandibule, hein, et mâchoire. Et bien, il y a quand même de belles différences. Alors sur la boîte crânienne, bien sûr, sur la face et sur la mandibule. Et la question, c'est quand on a une anatomie aussi différente, eh bien, est-ce que la capacité à la parole, elle est elle-même distincte et comment est-ce qu'on peut l'estimer au plus près et de façon la plus directe possible? Parce que si on passe la diapo suivante, vous verrez que bien évidemment, la capacité à la parole, au langage, eh bien, implique différents organes et finalement implique l'ensemble du corps humain. Voilà, si on reste là-dessus, vous vous rendez compte qu'il y a le cerveau, bien sûr, qui va jouer un rôle majeur. Et puis, vous avez ensuite les poumons, tout ce qui va être justement pour le passage de l'air, et ensuite tout ce qui est justement plutôt lié à l'appareil masticateur et donc qui va réunir tous les différents articulateurs de la parole avec le système que vous connaissez sans doute du larynx, essentiellement finalement cartilagineux, hein, du larynx de cette entité au niveau de l'os, on ne conserve que l'os hyoïde, qui d'ailleurs dans le registre fossile se conserve très peu. La mandibule que vous apercevez là aussi, sur laquelle va s'attacher la langue. Alors la langue, c'est un organe assez complexe, hein, puisqu'il est constitué de 17 muscles qui ont chacun une indépendance et qui permettent une très très grande flexibilité, ce qui permet justement de moduler des sons variés. Ce que vous voyez qui s'appelle le tractus vocal, vocal tract, c'est cette espèce finalement de conduit qui est définie donc par exemple par le dôme de la langue ou par le palais, et puis à l'arrière de la langue par le pharynx. C'est donc cet ensemble, cet espace, ce tractus vocal qui va faire comme une espèce de caisse de résonance pour le passage donc de l'air et donc la formulation des sons. Voilà, donc c'est extrêmement complexe. Il nous faut commencer par un point de départ, si je puis dire, et surtout bien avoir à l'esprit que nous allons travailler sur la structure osseuse, donc la mandibule que vous voyez là en coup,
groupe, et puis éventuellement l'ossioïde dont je vous disais qu'il est très peu conservé, et éventuellement, bien évidemment, la structure du palais aussi qui fait partie de l'os maxillaire. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il nous reste très peu, et il nous reste essentiellement, au mieux, j'allais dire, la structure osseuse pour essayer d'aborder les problématiques de faculté au langage chez les hommes fossiles, même si on peut considérer par exemple d'autres organes comme le cerveau qui lui-même ne se conserve pas, mais dont on a des traces indirectes, notamment avec la boîte crânienne et en moulant par exemple l'intérieur de la boîte crânienne, ce qui peut nous donner une forme de endocrâne et ce qui peut nous donner des indications sur le développement des lobes cérébraux ou de la vascularisation des méninges. Mais vous voyez qu'on a, pour ce qui est paléoanthropologie, on n'a qu'un accès très, très indirect avec une multitude, j'allais dire, de filtres. Un des filtres étant aussi la fossilisation qui va conserver, minéraliser les éléments, mais qui va aussi souvent au passage les déformer. Voilà, donc c'est un challenge que d'essayer de faire parler ces fossiles entre guillemets. Sur la diapositive suivante, vous verrez que on est aussi dans un contexte de changement total de paradigme. C'est-à-dire que dans les années 60 était proposée une théorie de la descente du larynx. Vous voyez que le larynx sur l'image de droite chez l'homme est en position basse, que ça dégage donc un grand espace justement dans ce tractus vocal qui constitue donc une caisse de résonance dans laquelle on a pensé qu'il était donc plus facile de produire des sons, et donc les sons connus chez l'homme, les voyelles de base et les consonnes. On a pensé donc que la clé était là, qu'en fait c'était la géométrie de ce tractus vocal qui expliquait la capacité au langage. Finalement, il a été montré récemment par différentes analyses, par des membres de notre équipe comme Louis-Jean Boé, Pascal Perrier, etc., qui ont contribué beaucoup à faire évoluer cette idée, et que finalement on n'a pas forcément besoin d'un larynx en position basse pour avoir une capacité à la vocalisation, et ça on le voit donc chez d'autres primates, chez le babouin par exemple, où il y a une capacité à prononcer les voyelles de base. Donc on a un changement de paradigme qui est quand même important et qui justement donne de la force à notre proposition, qui est d'aller au plus concret, c'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de modéliser les tissus mous chez les fossiles, de façon à terme à produire un modèle biomécanique qu'on pourra mettre en activation, et donc à avoir finalement directement la preuve de leur capacité aux vocalisations et au langage, à la parole. Alors, la diapositive suivante, elle vous indique qu'on a développé plusieurs axes de recherche dans le cadre de ce projet Origins of Speech, accueilli à l'ISCD depuis un petit peu plus d'un an, et qu'on ne va pas tous les évoquer ce matin, bien sûr, et vous allez peut-être avoir l'impression que ce sont des axes de recherche qui se juxtaposent, mais il faut imaginer qu'à terme, tout ça va s'imbriquer et nous permettre de mieux apprécier en fait cette capacité à la parole chez nos ancêtres fossiles, en passant justement par la voie des primates non humains, qui sont pour certains, comme les chimpanzés, nos plus proches cousins, et donc avec lesquels on peut faire des rapprochements et des comparaisons. Donc 3 axes, justement, étudier les vocalisation des chimpanzés bonobos en milieu naturel. Donc Marion et Nicolas vont vous en parler plus en détail dans quelques minutes. Le deuxième axe, c'est justement reconstituer les tissus mous, et donc là, il s'agit par exemple, on commence par la langue, et donc de la reconstituer sur l'os sec qui est conservé chez les fossiles. Donc c'est un défi justement technique que Marwan va vous présenter. Et puis ensuite, on a toute une partie sur justement le rôle de la posture, de la locomotion bipède, de la posture bipède dans le genre Homo, sur la capacité au langage. Et ça s'accompagnera aussi sans doute d'un système, d'un protocole de capture de mouvement et donc d'analyse à ce niveau-là qu'on développera à l'université de Compiègne. Et donc sur la dernière diapositive, vous voyez la constitution de notre équipe. Au cœur, bien sûr, l'ISCD avec Marwan qui est en postdoc, avec Reda qui vient juste de terminer son stage, avec Anka qui est juste à côté à Sorbonne Université, ou Frédéric
Frédéric Hecht, et puis une grosse partie, je vous le disais, du muséum, hein, sur la gauche plutôt. On a aussi les modélisateurs de Grenoble et biomécaniciens de Grenoble, de l'Université de Grenoble, donc Johan Payan et Pascal Perrier, qui sont vraiment à l'origine du projet parce que ça a été les premiers à réussir à produire un modèle de langue qui soit transposable d'un individu à l'autre assez rapidement. Donc, c'est la base de notre étude. Frédéric Marin à l'UTC, je vous l'ai signalé, Nicolas Audebert du CNAM qui va s'exprimer aussi aujourd'hui. Donc, nous sommes à peu près 25 personnes aujourd'hui de plusieurs institutions, de spécialités bien différentes, et nous essayons de mener à bien ces 3 grands axes de recherche dont je vous ai parlé qui donc vont confluer à un moment ou à un autre et nous éclairer sur ces questions passionnantes, mais très, très difficiles de l'origine du langage. Voilà, donc je passe la parole à Marouane. Donc, prédire cette morphologie de la langue de ce fossile néandertal et développer un modèle biomécanique de la langue de ce fossile pour effectivement l'activer et simuler justement si elle est capable de produire des voyelles et sa capacité donc à produire de la parole. Donc, notre approche est inspirée d'une approche, comme a dit Amélie tout à l'heure, précédemment développée par les chercheurs de notre équipe à Grenoble, et qui a été développée à la base dans le domaine médical et qui consiste en fait à développer un modèle biomécanique de la langue de n'importe quel patient en se basant sur les données d'un sujet de référence, à savoir son image médicale et une langue dont la morphologie a été validée précédemment et développée donc en se basant sur des images IRM et des images CT scan de ce patient référence. Donc, elle consiste à effectuer dans un premier temps un recalage d'images entre l'image de ce sujet référence et l'onde fossile. Et ensuite, donc, à l'issue de cette étape, on aura un champ de déplacement qu'on va appliquer sur la langue, le modèle de la langue du sujet de référence pour la déformer et donc estimer la langue du fossile. Donc, avant d'entamer la présentation des travaux, j'aimerais bien vous expliquer un petit peu ce que c'est que le recalage d'image. Donc, le recalage d'image est l'opération ou la tâche qui consiste à trouver une transformation qui va superposer une image qu'on appelle source à une image cible ou une image fixe. Donc, pratiquement, d'un point de vue mathématique, le problème de recalage est formulé comme un problème d'optimisation dans lequel on minimise donc, cette fonction coût, appelée ossymétrique, et qui se compose donc d'une fonction similarité et d'une pénalisation. Et donc, pour résoudre justement ce problème d'optimisation, on utilise généralement des stratégies itératives. Pour réaliser une opération de recalage, on passe par plusieurs étapes, résumées donc, dans ce schéma. Et puis, pour superposer ces deux images, on applique ou bien donc, des transformations rigides, par exemple, qui consistent à faire des translations et des rotations, ou bien des transformations plus complexes, telles que la B-spline, caractérisée en fait par des transformations locales. Et ces transformations en fait se passent entre des points de la grille de l'image cible et des points de la grille de l'image source. Donc ici, c'est la fonction de similarité qu'on cherche à minimiser justement. Ici, c'est la corrélation. Même si donc la somme dans cette fonction, on voit que la somme se fait sur tous les points du domaine de l'image fixe, mais pratiquement, on a besoin juste d'un sous-ensemble ou un subset de points pour réaliser ce recalage d'image. Donc, à l'entrée, on voit bien qu'on a une image fixe que j'ai citée tout à l'heure comme image source, et puis l'image cible, on a une image.
Donc, en suivant toutes ces étapes, nous avons développé une méthode de recalage en réalisant des choix à chacune de ces étapes ou à chacun de ces modules. Et avant donc, de l'appliquer sur le fossile, nous l'avons testé sur du babouin. Donc, pourquoi le babouin? Pour plusieurs raisons. D'une part, donc, justement, comme a cité Anne tout à l'heure, donc, les différences entre l'homme moderne et le néandertal sont supérieures à la plus grande différence entre nous, les humains. Donc, du coup, on a choisi une espèce qui est encore plus différente, mais qui se situe sur l'évolution humaine. Donc, nous, on va dire l'homme moderne et le néandertal, nous avons un ancêtre commun qui est le babouin. Et pourquoi précisément le babouin et non pas une autre espèce? C'est tout simplement parce qu'on dispose d'une large base de données et d'une expertise grâce notamment à nos collaborations avec le CERIMED et l'IHU de Marseille. Donc là-bas, on collabore avec des chercheurs qui font souvent des scans et des IRM de cet animal parce qu'ils étudient en fait le comportement et la psychologie de cet animal. Donc, globalement, notre méthode se résume en fait notre recalage est réalisé en 2 étapes. Dans un premier temps, on applique en fait une transformation basée sur les thin plate splines et qui utilise les landmarks qu'on a définis et dans l'espace du babouin et dans l'espace du sujet de référence, suivi d'une transformation non rigide basée sur la V-spline. Ces 2 étapes, en fait, sont précédées par une étape de pré-processing, dans laquelle on effectue plusieurs opérations qui consistent à aligner le babouin dans l'espace du sujet de référence, d'ajuster les niveaux de grille, l'orthogonalité, voilà, pour ne pas citer toutes les opérations. Donc ensuite, après avoir mis en place cette méthode de recalage, nous avons cherché à l'évaluer d'une manière quantitative et qualitative. Nous avons cherché à regarder par exemple l'évolution de la métrique en fonction des itérations pour voir la convergence. Nous avons regardé le vecteur de déformation et aussi le déterminant de la jacobienne de la transformation. Ce jacobien est important parce que voilà, les valeurs au-dessus de 1, par exemple une valeur de 1,1, ça nous indique qu'il y a eu 10% d'expansion dans ces régions en rouge, par exemple, et des valeurs inférieures à 1, ça nous indique des zones plutôt de compression. Mais ce qui est plus important avec ce déterminant, c'est plutôt les valeurs négatives, moins de 0, qui nous indiquent en fait qu'il y a des pliages indésirables qui vont affecter par la suite la génération de la. Nous avons aussi utilisé des métriques d'une manière, voilà, on ne voit pas, mais c'est voilà, pour évaluer d'une manière quantitative notre recalage. Nous avons utilisé des méthodes de métrique qui sont basées sur des points, par exemple ici les landmarks qu'on a définis dans les 2 espaces, grâce justement à Amélie qui s'y connaît bien donc, dans l'anatomie de l'humain et grâce à Louis-Jean Boué, que Amélie a cité tout à l'heure, qui a consacré une grande partie de sa carrière sur des travaux sur le babouin. Donc, ces points ici, en fait, correspondent à la même région anatomique dans l'espace du sujet de référence. Donc, on a utilisé la distance euclidienne donc, pour mesurer justement, pour évaluer d'une manière quantitative notre recalage. Et puis, nous avons utilisé d'autres métriques, telles que le Dice score et la Hausdorff distance, pour évaluer la superposition d'un point de vue surfacique et volumique. D'une manière générale, toutes ces mesures ont donné des résultats satisfaisants. Par la suite, puisque notre recalage, en fait, dans notre recalage, il y a des paramètres définis par l'utilisateur, ou ce qu'on appelle d'une manière générale des paramètres user-defined, et du coup, qui sont susceptibles de générer des erreurs et de propager des erreurs dans notre recalage. On a cherché donc à faire une étude de quantification des incertitudes propagées par ces paramètres incertains. Donc, et pour ce faire, on a utilisé une méthode ou une approche de colocation stochastique adaptative basée sur les éléments simplex. Donc, l'idée est de définir et résoudre dans l'espace de ces paramètres incertains un problème d'optimisation en utilisant une approche adaptative
une approche de maillage adaptatif afin de construire donc une surface de réponse. Donc ici, on a l'équation ou la formulation de ce problème d'optimisation et là, sa solution dans l'espace de Riemann. Et donc, les lambda 1 et lambda 2, ça représente les paramètres incertains. Et F, ça représente la quantité d'intérêt qu'on a choisi pour évaluer en fait la qualité du recalage qu'on a choisi comme distance euclidienne. On a choisi la distance euclidienne parce que tout simplement, les autres métriques nécessitent un travail manuel, des opérations manuelles, notamment pour la segmentation de la langue, du contour et du volume. Et le lambda 1 et lambda 2, c'est le grid spacing, on a l'espacement entre les grilles que je vous ai montré tout à l'heure, les grilles, parce que le recalage se passe entre les grilles de l'image cible et la grille de l'image source. Et puis, le nombre d'échantillons dont on a parlé tout à l'heure. Donc, comme résultat préliminaire, voilà, on a réussi à avoir donc, cette surface de réponse. Chaque nœud ou chaque point, ça représente un calcul, donc un coût. Ici, on a l'exemple d'un calcul ou d'un recalage qui est insatisfaisant, et l'autre plus satisfaisant avec des valeurs de f qui est donc la distance euclidienne inférieure à l'autre valeur justement. Et plus cette valeur est inférieure, donc plus on a une superposition des deux points. On peut évaluer donc notre méthode par des statistiques de convergence en suivant la convergence de l'espérance, de l'écart type et en étudiant la densité de probabilité de la quantité d'intérêt. Donc en conclusion, donc, on a mis en place une méthode de recalage en deux étapes. Et puis, nous avons évalué cette méthode d'une manière qualitative et quantitative. Et aussi, on a cherché à évaluer donc, la propagation d'incertitude de certains paramètres incertains. Ici, je vous montre des résultats. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à l'issue du recalage, on obtient un champ de déformation que nous avons appliqué sur la langue du sujet de référence et on obtient cette langue de babouin. Voilà, l'évaluation de la qualité de ce maillage et tout ça ne rentre pas voilà, dans le cadre de cette présentation et qu'on superpose dans l'espace ici du site à gauche, l'image à gauche, sur le site du babouin. Donc, concernant les travaux en cours et les travaux futurs, dans la partie recalage d'image, donc on cherche à améliorer la qualité justement pour diminuer les pliages qui résultent du recalage et qui affectent la génération de cette langue et quantifier en fait l'effet de la perte d'informations dans les structures osseuses. Comme a dit Amélie tout à l'heure, on ne dispose pas assez d'informations, on ne garde que les structures osseuses, on n'a plus de tissu mou, alors que notre recalage est basé sur le recalage de deux images avec des tissus mous. Et puis, appliquer, bien sûr, ce qui est l'objectif, bien sûr, c'est d'appliquer notre méthode dans le cas, bien sûr, du fossile. Et puis, implémenter la langue qui va résulter de ce recalage, l'implémenter dans un logiciel de simulation numérique, insérer les langues et puis l'activer pour voir sa capacité à produire des voyelles et de la parole d'une manière générale. Et puis enfin, on va quantifier les incertitudes qui vont résulter des simulations numériques. Merci pour votre attention et je passe la parole à Marie. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter avec Nicolas Audebert le travail qu'on fait sur les mécanismes de la production vocale chez les chimpanzés et les bonobos. Alors, pour étudier ces mécanismes de la production vocale, on va diviser notre travail en deux parties. On va étudier en parallèle donc, toutes les productions vocales émises par les chimpanzés et les bonobos. Et on va mettre ça en parallèle avec l'anatomie de leur tractus vocal, c'est-à-dire le larynx, le pharynx et la bouche. Et on va réaliser ce travail ici par des analyses de CT scan, d'IRM et d'autres analyses. Et aujourd'hui, on va plutôt vous présenter donc l'analyse des vocalisations avec Nicolas. Alors, pourquoi étudier les chimpanzés et les bonobos? Donc, comme vous l'a dit Amélie, on pense que c'est un bon modèle parce qu'on a un ancêtre commun avec eux qui est évalué à peu près 7 millions d'années.
Et donc, ça fait que c'est nos plus proches cousins existants. Mais l'intérêt, c'est que c'est aussi les deux espèces qui sont dans les singes anthropoïdes, les deux espèces les plus proches et qui partagent un ancêtre commun à environ 2 millions d'années. Et donc, ces deux espèces présentent énormément de similitudes. D'ailleurs, pendant un certain temps, on pensait qu'il n'y avait qu'une seule espèce. Mais elles présentent aussi des différences qui sont assez intéressantes. Déjà, au niveau social, la société chimpanzé est vraiment organisée autour des mâles, avec une hiérarchie assez stricte et beaucoup de conflits, alors que la société bonobo est organisée autour des femelles, avec une hiérarchie beaucoup moins stricte et beaucoup moins de conflits aussi. Et ils ont aussi des vocalisations, comme je vais vous le montrer, assez différentes. Et donc, ça va être assez intéressant de pouvoir comparer aussi ces deux espèces par rapport à l'humain. Donc, les bonobos et les chimpanzés que j'ai étudiés sont des singes qui vivent dans le milieu naturel, donc des groupes sauvages. Les bonobos sont endémiques de la République démocratique du Congo, et ceux que j'ai étudiés sont donc ici avec la petite croix, ceux de Wamba, dans la province de l'Équateur. Et il y avait 31 bonobos dans le groupe que j'avais étudié. Et chez les chimpanzés, eux, sont répartis dans toute l'Afrique équatoriale. Et ceux que j'ai étudiés sont ceux de Budongo en Ouganda, avec un groupe beaucoup plus grand de 68 individus. Alors, sur place, en général, on passe plusieurs mois à les étudier, à les suivre du matin au soir, et on réalise ce qu'on appelle des focales, c'est-à-dire qu'on reste avec un seul individu pendant un certain temps, et on va noter tout ce qu'il fait, toutes ses interactions avec les autres individus. Et dans mon cas, aussi, il y a l'enregistrement, bien évidemment, des vocalisations. Donc, on enregistre toutes les productions vocales de l'individu et des individus autour. Et donc, j'ai étudié 9 femelles et 8 mâles chez les bonobos et 18 femelles et 12 mâles chez les chimpanzés. Donc, ça vous donne une petite idée, ce qui donne un total de plusieurs milliers de séquences sonores qui sont organisées dans des fichiers sons. Alors, je vais vous faire écouter donc, des vocalisations de chimpanzés et de bonobos pour que vous entendiez vous-même la différence. Donc, les vocalisations que je vais vous faire entendre, c'est des vocalisations longue distance, donc pour communiquer d'une partie à l'autre de la forêt. Donc, et ce sont tous les deux des mâles. Voilà, ça c'est un pantoute de chimpanzé, et chez le bonobo, donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que la structure générale des vocalisations est assez similaire, mais on entend quand même une grande différence entre les deux, et notamment que les bonobos vont avoir des fréquences de production beaucoup plus élevées, donc des cris plus aigus que les chimpanzés. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les séquences sonores sont organisées avec différents types de cris. Et nous, on va s'intéresser donc à chaque cri, qui est chaque unité qui va être produite, et de pouvoir les analyser. Donc, chez les chimpanzés, les types principaux d'unités qu'on va pouvoir trouver, il y en a 4 types principaux, les grunts, les barks, les hoots et les screams. Donc, ensuite, on a divisé avec soft bark, les hoots en low hoot et high hoot. Et ils produisent aussi des vocalisations qu'on a appelées les inhalations, parce que c'est des vocalisations qui vont être inspirées, mais audibles, et les pentes qui vont être des vocalisations soufflées. Donc là, je vais vous faire juste entendre le genre d'unité qui peut être répété aussi. Donc ça, ce sont des grunts, ici des barks, et des screams. Voilà. Et en regardant un peu plus, du coup, ces vocalisations une par une, on voit ici qu'elles sont organisées donc, comme des sortes d'arches. Et l'arche qu'on voit la plus basse s'appelle la fréquence fondamentale. Donc, c'est la fréquence la plus basse qui est émise. Et les arches que l'on voit au-dessus, ce sont ce qu'on appelle les harmoniques, qui sont des multiples de cette fondamentale. La fondamentale, elle est produite par les plis vocaux, donc les cordes vocales. Et les harmoniques, qui sont ces multiples, vont pouvoir être filtrés par le tractus vocal et produire ce qu'on appelle des formants qui vont pouvoir donner les voyelles, par exemple, chez l'humain. Et là, les vocalisations que je vous ai montrées, ce sont des vocalisations d'assez bonne qualité, mais c'est vrai que dans la nature, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a les oiseaux, la forêt, les singes qui vocalisent tous en même temps.
Et donc, un des paramètres qu'on va pouvoir utiliser plus facilement, ça va être cette fameuse fréquence fondamentale. Donc, on a divisé notre travail en 3 étapes, avec en tout premier l'analyse des profils de la fréquence fondamentale, donc qui est produit ici par la source, par le larynx, puis l'analyse des vocalisations complètes, donc qui vont tenir compte des résonateurs, et ensuite le traitement automatique des enregistrements bruts, c'est-à-dire qui ne sont pas encore annotés. Donc déjà, pour l'analyse des profils de la fréquence fondamentale, j'ai utilisé le programme WinPitch qui a été développé par Philippe Martin à Paris 7. Et ici, comme vous pouvez le voir, donc, on peut tracer directement le profil de la fondamentale en prenant un point, par exemple, toutes les 10 millisecondes, ce qui va nous permettre d'avoir un tableau avec du coup des centaines de milliers de lignes et de pouvoir donc retrouver ce profil de la fondamentale et de pouvoir l'analyser. Donc, les données de vocalisation qu'on a à l'heure actuelle, donc on a à peu près 8000 vocalisations de chimpanzés et des bonobos qui sont en cours de traitement. Et on va essayer de voir donc la distribution, ce qu'on va appeler l'espace vocal des cris qui vont être utilisés par ces espèces. Donc, on va essayer de mettre des bords, en fait, à toute leur production vocale. Et ça, c'est déjà été fait donc, dans le langage humain, mais souvent, c'est fait principalement avec les formants, donc la production des voyelles A et I. Mais nous, on va utiliser pour l'instant déjà la fréquence fondamentale qui prend en compte donc la durée et la forme des vocalisations pour construire cet espace vocal. Et les répertoires vocaux des chimpanzés et des bonobos ont déjà été étudiés, mais le problème, c'est qu'ils ont été construits principalement en tenant compte du contexte d'émission et non pas de la physique du cri. Et du coup, nous, on va essayer de reprendre un peu, de décortiquer ça, de reprendre ça à la base. Et l'idée, c'est d'avoir le moins d'a priori possible dans cette classification. Donc, les objectifs, c'est de déterminer si la classification actuelle des vocalisations que l'on a, elle est défendable statistiquement. Est-ce que c'est le modèle statistique, on est capable de reproduire automatiquement cette classification? Donc, on va déjà le faire de façon supervisée, donc avec un certain apprentissage des exemples étiquetés, mais aussi de façon du coup, non supervisée, ce qui nous intéresse vraiment. Et donc, on va voir aussi quelle quantité d'informations on peut extraire de ce profil fréquentiel de cette fondamentale par rapport au reste du cri. Donc, est-ce qu'il va suffire à identifier le type de la vocalisation? Et là, je laisse la parole à Nicolas. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Marion, effectivement, l'objectif, une fois qu'on a fait toutes ces acquisitions et que Marion a annoté tous les profils fréquentiels, donc a annoté toutes les arches de fondamentales une par une, la question qu'on se pose, c'est déjà, est-ce qu'avec juste le profil fréquentiel, on est capable de reconnaître le type de vocalisation qui a été émise par l'individu? Et donc pour ça, en réalité, on est d'abord obligé de rééchantillonner, comme Marion disait, avec un pas de temps de 10 millisecondes, les profils fréquentiels. Donc ça nous donne finalement des séries temporelles qui peuvent avoir une durée variable, parce que la durée dépend de l'unité de temps du cri émise. Et donc la question, c'est est-ce que juste en regardant finalement cette fonction-là qui évolue en fonction du temps, déjà, est-ce que juste avec ça, je suis capable de déterminer si ce qui a été émis, c'est un grunt, c'est un bark, c'est une inhalation, et est-ce qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire que si c'est un hoot, par exemple, est-ce que je suis capable de dire si c'est un low hoot, un hoot medium, un high hoot, ou est-ce qu'il faudra aller chercher justement l'information sur les résonateurs, les harmoniques, pour avoir toutes ces informations-là. Donc une façon assez brutale de faire, c'est de dire que finalement, ce que j'ai, c'est des fonctions qui évoluent dans le temps. Et donc entre deux séries, entre deux profils fréquentiels, donc, comme ceci, on peut calculer des distances. Et pour ça, on peut utiliser une métrique qui s'appelle le dynamic time warping. Donc, je ne rentre pas dans les détails, on pourra en discuter après si ça vous intéresse. Mais au niveau 0, ce qu'il faut comprendre, c'est que le dynamic time warping, ça me donne
à quel point je dois déformer un profil fréquentiel pour l'aligner avec un deuxième profil fréquentiel. Donc, ça me permet de calculer des paires de distances. Et donc, si je peux calculer des distances entre paires de vocalisation, je peux faire ce qu'on appelle la classification par cas plus proche voisin. C'est-à-dire que je vais sélectionner un certain nombre de vocalisations qui vont me servir d'encre, de point de référence. Donc celle-là, je considère que je sais quels sont le type de vocalisation, parce que Marion a annoté sur ses 8000 vocalisations, à chaque fois, elle a annoté spécifiquement ce qu'elle pensait être le cri, le type de cri. Et donc pour l'instant, on a catégorisé, on a sélectionné 8 catégories, les barks, les soft barks, donc les soft barks qui sont des barks un peu moins appuyés, les grunts, les inhalations, les screams et les fameux 3 types de hooks. Et donc, ce qu'on fait pour l'instant, c'est de dire, si je prends une vocalisation, un profil fréquentiel dont je ne connais pas la catégorie, je calcule sa distance avec toutes les vocalisations encre dont je connais la référence, et je regarde quels sont les cas plus proches. Donc, généralement, je choisis cas de l'ordre de 5 ou 10. Donc, je regarde quels sont les 10 les plus similaires au sens du dynamic time warping, celles que je dois le moins modifier pour retrouver ma vocalisation dont je ne connais pas encore le type. Et je regarde quel est le type majoritaire. Donc, sur mes 10 plus proches voisins, j'en aurai peut-être 7 qui seront des soft barks, 3 qui seront des barks. Donc, je vais dire que ma vocalisation sera bark. Et si on fait ça, on se rend compte que déjà, avec cette approche un peu naïve, juste en travaillant sur le profil fréquentiel, on est capable de retrouver 70% des vocalisations, d'identifier pour 70% des vocalisations correctement le type de la vocalisation. Donc 7 fois sur 10, on est capable à peu près de retrouver est-ce que c'était bien un bark, un grunt, une inhalation, un scream, un hoot. Donc ça nous rassure déjà sur le fait qu'il y a de l'information extra du profil fréquentiel. Maintenant, il y a pas mal de limites à cette analyse. La première, c'est qu'il y a une forte disparité entre les différentes catégories, c'est-à-dire qu'on connaît très bien les screams, les barks, les grunts et les inhalations, mais le reste est moins bien identifié, notamment les hoots, parce que quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que le dynamic time warping, il aime bien mettre ensemble des vocalisations qui font à peu près la même durée. Et donc ça, malheureusement, la durée n'est pas vraiment un facteur d'information fréquentielle sur la physique du son. Donc c'est plus une façon de tricher, d'utiliser une information de contexte pour la classification. Et surtout, on a beaucoup de mal avec cette méthode-là à différencier les 3 variantes de hoots. Donc pour l'instant, on ne cherche pas trop à aller à un grain aussi fin, donc on va les regrouper dans une seule catégorie. Et donc, on peut créer des modèles statistiques un peu plus complexes. Donc ici, en l'occurrence, on travaille toujours sur les profils fréquentiels. J'utilise toujours une métrique type Dynamic Time Warping. Et j'entraîne ici une machine à vecteur de support, donc une SVM, pour réaliser la classification en 6 catégories. Donc, pourquoi 6 catégories et pas 8? Parce que, comme je l'ai dit, on a concaténé ensemble les 3 différents types de hoots en une seule super catégorie. Et donc, on retrouve des résultats assez similaires, c'est-à-dire que quand on regroupe les différents types de hoots ensemble, à nouveau, on a un gain de performance parce qu'il y a moins de confusion entre les 3 variantes de hoots. On est toujours entre 7,5 et 8 vocalisations sur 10 qui sont correctement identifiées. Donc à droite, vous avez une matrice de confusion, c'est-à-dire que les lignes correspondent à la vérité, c'est-à-dire ce qui est réellement une des vocalisations, et les colonnes correspondent à ce que le modèle a prédit pour ce profil fréquentiel. Donc sur la diagonale, c'est toutes les bonnes prédictions, c'est-à-dire que le modèle et la vérité, ou tout du moins les annotations de Marion sont en accord, et tout ce qui est hors de la diagonale, c'est des erreurs. Typiquement, ici, la 4e ligne, 2e colonne, c'est on a 63 inhalations réelles qui ont été prédites comme des grunts par le modèle. Donc dans l'ensemble, on a toujours,
Si on regarde à grande échelle, on a quasiment 8 vocalisations sur 10 qui sont bien identifiées, mais à nouveau, on s'aperçoit en regardant la matrice de confusion qu'il y a quand même des endroits où le modèle ne parvient pas correctement à bien séparer les différents types de vocalisation juste en se basant sur le profil fréquentiel. Bon, maintenant, notre objectif à nous, en réalité, ce n'est pas juste de prendre un enregistrement, trouver le profil fréquentiel et d'en sortir le type de vocalisation, c'est surtout de voir, en réalité, est-ce que cette catégorisation des vocalisations qu'on a, est-ce que statistiquement, elle se tient? Parce qu'en réalité, c'est une taxonomie qui est basée sur de l'observation in situ, qui prend, comme Marion disait, en compte des éléments de contexte. Quand est-ce qu'une vocalisation a été émise? Là, vous noterez que tout ce qui est contexte, est-ce que l'individu était en train de manger? Est-ce que c'était une vocalisation longue distance, courte distance? Tout ça, on n'en parle pas du tout. On regarde juste les données fréquentielles. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet juste de catégoriser déjà, enfin plutôt de valider l'hypothèse que juste avec le profil fréquentiel, on caractérise, pas parfaitement, mais on caractérise raisonnablement une vocalisation par rapport au type de vocalisation, par rapport à la taxonomie des vocalisations qu'on s'est fixée. Et comme Marion le disait, ce qu'on veut en réalité, nous, c'est travailler de façon non supervisée. On veut un peu mettre nos a priori à l'écart sur ce qu'on pense être les différents groupes de vocalisation. Et on veut essayer de se construire un espace vocal. Donc là, pour se construire l'espace vocal, on utilise des techniques de réduction de dimension. Donc à nouveau, je cache un petit peu les détails techniques sous le tapis, mais on peut en discuter après pour voir un peu plus mathématiquement comment tout ça s'est passé. Mais donc, je vais utiliser une technique de réduction de dimension qui s'appelle TSNE. La version courte, c'est que j'essaye de projeter sur un plan en 2D mes vocalisations de sorte à ce que chaque point dans le plan 2D corresponde à une vocalisation réelle, en essayant de préserver au maximum les distances entre les vocalisations. C'est-à-dire que deux vocalisations doivent être proches dans le plan 2D si elles sont proches au sens d'une certaine métrique, donc le dynamic time warping, ou d'autres métriques en termes de compression d'information. Et donc ça me crée un espace vocal, dans le sens où ça me permet de visualiser en 2D, d'un point de vue purement quantité d'informations, d'un point de vue purement statistique, quelles sont les vocalisations qui sont proches entre elles ou pas. Et donc après, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a simplement colorées en fonction du type de vocalisation qu'on pensait. Et ça nous permet de voir où est-ce qu'il y a du recouvrement et de voir si ce recouvrement qu'on observe d'un point de vue statistique correspond à des endroits où on a des doutes entre est-ce qu'il existe un gradient qui permettrait de passer par exemple du soft bark au bark, ou est-ce que c'est deux types bien séparés. Quand on regarde ce genre d'espace vocal, on voit que typiquement, en fait, on peut finalement construire une chaîne de vocalisation qui permet de passer des grunts au bark en passant à peu près par les soft bark. Mais donc, entre les soft bark et les bark, il n'y a pas une séparation bien nette. Il y a a priori, en tout cas quand on regarde les profils fréquentiels, il y a un gradient qui permet de passer de l'un à l'autre et on ne peut pas simplement dire « Ah non, ça c'est deux vocalisations », en tout cas d'un point de vue statistique, on ne peut pas dire que c'est deux groupes de vocalisations qui sont parfaitement séparés et qui sont complètement indépendants. À l'inverse, quand on regarde plutôt au niveau des hoots et des screams, on s'aperçoit que les screams et les high hoots sont un peu plus rapprochés, qu'entre les différents types de hoots, effectivement, les hoots et les low hoots sont plutôt proches entre eux, et que les high hoots sont en tout cas un peu à l'écart. Donc, est-ce qu'ils sont à l'écart parce que simplement c'est des fréquences plus élevées? Est-ce qu'ils sont à l'écart parce qu'il y a un mécanisme de vocalisation qui est un peu différent derrière? C'est typiquement le genre de choses qu'on veut essayer de faire émerger d'un point de vue statistique. Et après, moi, je laisse la main aux gens dont c'est le métier d'aller creuser d'un point de vue physique et biologique, si ça a un sens ou pas. Donc ça, pour l'instant, c'est le travail qu'on a mené surtout l'année dernière en travaillant vraiment sur le profil fréquentiel. Et déjà, on est relativement satisfait de la quantité d'informations qu'on est capable d'extraire juste purement de l'évolution de la fondamentale, parce que d'un point de vue audio, d'un point de vue signal audio, c'est quand même pas très riche comme information.
Et la principale perspective, comme le disait Marion, c'est maintenant de refaire ce même travail, mais en incluant plus d'informations, c'est-à-dire en incluant le spectre fréquentiel entier, et de comparer finalement ce qu'on obtient. Est-ce qu'en incluant plus d'informations fréquentielles, est-ce qu'on arrive à mieux séparer les vocalisations? À quel point? Parce que ça va nous permettre de caractériser aussi à quel point finalement ces informations supplémentaires de résonateurs, d'harmoniques, de filtrage sont importantes dans la création d'une taxonomie et d'un répertoire vocal par rapport à juste utiliser les profils fréquentiels. Donc, on a déjà que 2-3 résultats là-dessus, mais je ne vais pas tout montrer tout de suite. Mais donc, l'idée vers laquelle on s'avance, c'est de créer cet espace vocal, mais avec la version audio, et ensuite d'essayer de se poser des questions. Est-ce qu'il y a une équivalence en termes de quantité d'informations entre juste le profil fréquentiel de la fondamentale et les résonateurs? Si oui, on est un peu triste, parce que du coup, finalement, il suffit juste d'avoir le profil fréquentiel pour caractériser les sons, et les harmoniques sont là pour décorer. Mais a priori, non, a priori, on peut faire nettement plus de choses avec le traitement fréquentiel complet. Et l'idée, par la suite, est aussi de proposer des outils en parallèle de ça pour traiter automatiquement les enregistrements bruts, puisque là, c'est Marion qui s'est un peu coltiné tout le travail de séparer les vocalisations. Et ça, on pourrait potentiellement l'accélérer en détectant les moments où il y a des vocalisations et en éliminant tous les endroits où c'est juste des personnes qui parlent ou simplement les bruits de l'environnement et de l'écosystème où vivent bonobos et chimpanzés. Voilà, hop. J'ai terminé. Ah, très bien, merci beaucoup pour cet exposé à plusieurs voix. Je pense qu'on peut les applaudir quand même. Et donc, je propose qu'on passe à des questions, si vous en avez. Alors, déjà dans la salle, ça sera plus facile. Alors, Arthur. J'en ai une pour la localisation. Est-ce que vous avez essayé de faire du clustering sur vos données fréquentielles? Est-ce qu'on peut voir l'énergie